Et bon vendredi soir, tout le monde. Bon vendredi saint, en réalité. Je vous avoue que je n'avais pas pris conscience qu'on tombait sur le vendredi saint pour cet épisode de Santé sans censure. Ça faisait quelques jours que je me préparais, que je voulais vous présenter quelque chose. Et parce qu'on débute aussi lundi un nouveau défi détox. Donc, je voulais vraiment vous présenter le Santé sans censure de ce soir. De toute façon, pour ceux qui ne seront pas disponibles, il y aura, comme d'habitude, moyen d'écouter l'émission en rediffusion demain ou au courant du week-end. Alors, on va débuter sans plus tarder parce que j'ai quand même pas mal de matière à vous passer ce soir. Alors, pour les nouveaux, je sais que c'est un live qui va frapper fort et qui va rouler, donc je vais prendre la peine de prendre 2 petites minutes pour me présenter pour ceux qui me connaissent moins ou qui vont me découvrir grâce à ce live. Mon nom est Chantalane Dumas, je suis naturopathe agréée et également anthropologue médicale et productrice de ce webcast intitulé Santé sans censure. Alors, je vous retrouve comme ça régulièrement pour vous parler de toutes sortes de sujets qui ont lien avec la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi une naturopathe se ramasse à vous parler de politique et de géopolitique. Eh bien, ceux qui me connaissent savent que je suis en exil politique depuis le 21 novembre 2021 en République dominicaine. J'ai quitté le Canada la veille où le pays s'apprêtait à fermer nos frontières parce que, évidemment, je voulais poser un geste de protestation et je n'arrivais plus à vivre au Canada de la façon dont on exigeait de moi que je vive en tant que professionnelle de la santé non vaccinée. Donc, j'ai décidé de poser ce geste pour pouvoir continuer à faire mon travail, pour pouvoir continuer à éduquer la population afin que les gens puissent s'autonomiser en santé, être de plus en plus souverains et poser des choix libres et éclairés. Alors, pourquoi la République dominicaine? Eh bien, je vais vous faire part un petit peu de mon histoire. Dans mon autre vie, comme je dis souvent, dans le cadre de ma première carrière, j'étais représentante à destination. Je travaillais en tourisme. J'avais fait l'école de tourisme et d'hôtellerie au Québec. Et j'étais venue travailler ici en République dominicaine. J'avais fait d'autres destinations, dont Cuba. Et éventuellement, je me suis mariée avec un Dominicain et j'ai vécu 5 ans ici en République dominicaine dans les années 90, avant Internet, avant que Punta Cana soit la destination qui reçoit des millions de passagers par année qu'elle est aujourd'hui. Donc, éventuellement, je suis tombée malade. J'ai eu la fièvre typhoïde. Ça a duré pendant 2 ans. J'ai été extrêmement malade. On a tout essayé avec moi ici en République dominicaine, différents antibiotiques. J'ai même été internée pour qu'on m'administre les antibiotiques par voie intraveineuse avec aucun succès. En fait, je m'améliorais durant le temps où je prenais le traitement, mais rapidement, je détériorais par la suite. Et au point où le gastro-entérologue qui me suivait à l'époque m'a dit « Je peux plus rien faire pour toi, il faudrait vraiment soit que tu rentres au Canada ou tu vas mourir à petit feu ». J'étais pas dans une situation où je pouvais voyager au Canada, j'étais trop malade. Mon mari avait pas ses documents. Je viens d'une famille humble, dans le fond d'un rang en Abitibi. Mes parents avaient jamais pris l'avion. Donc, il n'était pas question qu'ils viennent me repêcher en République dominicaine. Et ce qui m'a sorti du pétrin, c'est en fait des plantes médicinales, les oranges amères, qu'on appelle ça des agréa. Donc, j'ai fait des décoctions d'oranges amères. J'ai trouvé l'information dans un livre. Et ça a tué les salmonelles qui causaient la fièvre typhoïde. L'ennui, c'est qu'après 2 ans d'être parasitée comme je l'étais, parce que j'ai pas eu que la fièvre typhoïde, évidemment, je vivais dans le village, je buvais de l'eau comme les Dominicains, je mangeais comme les Dominicains. J'avais pas beaucoup d'argent, évidemment, donc j'avais probablement des carences nutritionnelles très importantes aussi. Ce qui fait que j'ai eu vraiment de tout pendant 2 ans et que mon tube digestif était complètement abîmé. Alors, même en quittant les salmonelles qui me donnaient la typhoïde, j'arrivais plus à rien retenir en termes d'aliments. Je pouvais juste boire de l'eau à température ambiante. Alors, éventuellement, l'épisode de mon ex-mari est arrivé et on a pu se déplacer vers le Canada. Au Canada, pas plus de chance. On me confirme qu'effectivement, je suis plus infectée.
par la fièvre typhoïde, mais que mon tube digestif est vraiment en très mauvais état. Et comme de malchance, je commence à développer une thyroïdite auto-immune qu'on appelle la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, des gros problèmes de thyroïde sont apparus par-dessus ça. Et tout ce que la médecine conventionnelle avait à me proposer, c'était des médicaments antiacides. On va dire, ça va réduire un peu la douleur, mais ça réglait pas du tout mon problème. Alors, je me suis dit, comme ce sont des plantes médicinales qui m'ont sauvé la vie en République dominicaine, il y a peut-être quelque chose que je peux faire au Canada. Et par hasard, j'ai découvert un article de Joanne Verdon, une grande naturopathe québécoise, et je me suis adressée à Joanne. Et c'est Joanne qui m'a sorti du pétrin. Et donc, moi, j'étais tellement impressionnée par le pouvoir des plantes, par le pouvoir de la médecine naturelle, que j'ai voulu en savoir davantage. Et donc, j'ai commencé à étudier la naturopathie avec Joanne en 1995. J'ai gradué en 1998. J'ai même fait 2 années en une. Et j'ai jamais arrêté d'étudier le pouvoir des plantes médicinales, les médecines traditionnelles. J'ai fait donc mes 4 ans en 3 ans de naturopathie, 4 ans d'homéopathie, 2 ans de thérapie psychocorporelle et à toutes les années, je cours après de nouvelles formations parce que je suis vraiment une passionnée. Non seulement parce que ça m'a sauvé moi-même la vie, mais parce que depuis un quart de siècle, j'accompagne des gens dans toutes sortes de processus de retour vers la santé optimale. Donc, je suis évidemment une convaincue, je l'espère convaincante. Donc, c'est un petit peu mon parcours. Et ce qui était paradoxal, c'est que je me disais comment ça se fait que ça a été tellement efficace pour moi, la médecine naturelle, mais qu'à chaque fois que j'essaie de parler de mon cas à des médecins, par exemple, parce que, bon, évidemment, comme je suis naturopathe, j'avais des patients qui consultaient aussi en médecine conventionnelle et les médecins, c'est toujours de minimiser le travail qu'on faisait en naturopathie, l'importance de l'alimentation, l'importance des techniques de gestion du stress, de l'importance de l'activité physique. Et je me disais, mais mon Dieu, il y a plein d'études qui sous-tendent ça. Comment ça se fait que les médecins minimisent tout le temps? Alors, j'ai voulu aller étudier la médecine. J'ai rentré à McGill. Ça a tourné en anthropologie médicale pour toutes sortes de raisons que je vous raconterai dans un autre live. Et donc, j'ai plutôt étudié l'anthropologie médicale. Et en tant qu'anthropologue, éventuellement, j'ai été appelée à présenter mes travaux. J'ai fait une partie de mes études au Mexique avec les chamans mayas. Et j'ai été appelée à présenter mes travaux à un congrès d'anthropologie annuel à Seattle, aux États-Unis. Et donc, j'ai commencé à me heurter beaucoup aux dynamiques de pouvoir parce que dans ma grande naïveté, je pensais que quand je serais grande, j'irais travailler pour l'OMS ou les Nations Unies. J'ai fait plusieurs missions humanitaires, évidemment, au cours de ma carrière. Et je voulais vraiment répandre la bonne nouvelle, tu sais. Puis, je me heurtais toujours à ces dynamiques de pouvoir, à tout ce qui était les obstacles causés en réalité par le financement. Donc, le financement, pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne peut pas breveter le vivant. Donc, quand une plante est efficace, on ne peut pas mettre un brevet dessus et faire des millions ou des milliards dessus comme on le fait avec des injections, comme on le fait avec certains médicaments. Alors, les plantes et toutes les approches naturelles en santé, en fait, n'ont pas un problème d'efficacité, elles ont un problème de rentabilité parce qu'elles ne peuvent pas être brevetées. Donc, quand j'ai commencé à comprendre le rôle de l'argent, le rôle de la politique en santé, c'est vraiment venu me chercher. Et je me suis dit, c'est pas juste, ça peut pas être comme ça peut pas faire que plein de personnes comme moi auraient pu mourir parce que j'avais juste pas découvert le pouvoir de certaines plantes médicinales. Et donc, j'ai dédié les 25 dernières années de ma vie à répandre la bonne nouvelle, essayer d'informer les gens de ce qu'on peut faire du côté de la santé pour être plus autonome, plus souverain, pour s'affranchir de ces structures de pouvoir et pour comprendre justement qu'est-ce qui fait que l'information qu'on nous sert n'est pas nécessairement à notre avantage. Alors, malheureusement ou heureusement, avec la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont ouvert les yeux, sont allés tellement loin. Quand je dis ils sont, je parle des mondialistes. Je vais faire attention avec les mots parce que vous savez qu'on fait l'objet de censure et que régulièrement, on se fait bloquer nos chaînes, on se fait shadow banner, donc la distribution de nos lives est affectée et tout ça. Donc, il faut faire attention. Et à cet effet-là, j'en profite parce que sinon je vais l'oublier pour vous mentionner que tous mes liens de recherche sont disponibles dans des documents à part. Avant, je les mettais dans l'entête du live, mais l'intelligence artificielle scanne pour des mots-clés
et on est encore plus victime de la censure. Donc, j'ai tous les documents, je suis en train d'organiser ça depuis le mois de janvier que je suis là-dedans pour faire un membership. Donc, j'ai un membership que j'offre pour 1 an qui va commencer à la date où on va l'ouvrir, là, qui devrait être incessamment, au coût de 50 pour l'année. Vous allez retrouver tous mes lives bien organisés. Je suis en train de toutes les éditer, de toutes leur faire des petites pages couverture, organisées par nom, organisées par date, séparées en santé sans censure, puis les chantalanes sans censure. Ça, c'est mes conversations qui n'ont pas de référence clinique, qui sont juste mes coups de gueule. Donc, mes liens de recherche sont tous disponibles. Il n'y a rien de ce que je vous dis qui n'est pas référencé. Et ils sont disponibles à travers le membership parce que ça me permet à ce moment-là de les mettre sur mon site web et non pas sur les médias sociaux où ça risque de me causer plus de troubles que de vous aider. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que donc on va aller voir aujourd'hui tout ce qui se passe du côté alimentaire, comment ils nous empoisonnent avec nos aliments et comment la collusion est orchestrée entre Big Agro, en fait, tout l'aspect alimentaire, Big Pharma, qui bénéficie évidemment du fait qu'on nous empoisonne avec notre alimentation, et les gouvernements et les autres. Donc, quand je parlais des autres, je fais référence en réalité aux mondialistes. Je pense que c'est mon lavabo qui vient de débloquer. OK. Donc, on va commencer par parler de la santé des Canadiens. Je vous ai sorti des statistiques. Alors, au Canada, je vais mettre mes lunettes, 4 adultes sur 5 présentent au moins un facteur de risque modifiable et une personne sur 5 vit avec au moins une des maladies chroniques majeures suivantes. Donc, 20% de la population a au moins une des maladies suivantes: maladie cardiovasculaire, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Évidemment, plus on avance en âge, plus la prépondérance de ces maladies est importante, et la plupart des adultes et des personnes âgées, surtout de plus de 65 ans, ont plusieurs de ces pathologies. Donc, ils ont une combinaison de ces différentes pathologies, ce qui fait que les personnes de plus de 65 ans au Canada consomment en moyenne plus de 6 médicaments différents par jour, à plusieurs pilules par médicament, d'où les fameuses dosettes que vous voyez que les pharmaciens préparent. Donc, le 2 tiers des décès au pays sont causés par ces maladies chroniques majeures. Donc, bon an, mal an, là, ce qu'on retrouve toujours dans les têtes de liste, c'est le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires. C'est toujours ça en ordre croissant ou décroissant qui emporte le plus de Canadiens à chaque année. C'est vrai pour la plupart des pays civilisés en passant. Donc, un autre point important, c'est tout l'impact au niveau de la santé émotionnelle aussi. Les troubles anxieux et de l'humeur représentent la première cause d'invalidité chez les adultes en âge de travailler. C'est pas rien, hein? Donc, les troubles de l'humeur, en général, la dépression, mais aussi très souvent l'anxiété, est la principale cause d'invalidité au pays. Et là, on a dit d'entrée de jeu que 4 adultes sur 5 présentent au moins un facteur de risque modifiable. Ça veut dire que presque tout le monde a un facteur de risque modifiable, que ce soit par exemple le tabagisme, côté de l'alimentation, la sédentarité, donc toutes des choses qu'on pourrait faire en réalité, mais la majorité des gens ne les font pas. Donc, ces fameuses maladies chroniques, de même que les troubles anxieux et de l'humeur, sont à l'origine d'environ le tiers des dépenses directes en soins de santé au pays. Donc, la majorité de l'argent qu'on engloutit au Canada en soins de santé, puis là, c'est des milliards de dollars, comme vous le savez, vont pour traiter ces maladies qui, en réalité, sont associées à des risques modifiables, donc sur lesquels on a un pouvoir d'action. Donc, les maladies chroniques sont responsables, on le dit, d'environ un tiers des coûts de santé. Et selon le Canadian Institute for Health Information, les dépenses totales en santé au Canada devraient atteindre les 331 milliards de dollars en 2022. 331 milliards de dollars en 2022. Si on divise ça par tête de pipe, au Canada, on parle de 8 563 $ par Canadien.
Donc, il y a presque 10 000 qu'on gagne dans notre année qui sert à payer les soins de maladie, parce que, comme vous le savez, ces maladies chroniques, en général, sont médicamentées ad nauseam. C'est très rare que vous allez voir quelqu'un qui commence à prendre des médicaments pour son diabète de type 2 et qui va en sortir ou qui va arrêter de les prendre. Même chose pour le cholestérol, même chose pour l'hypertension, même chose pour toutes les maladies chroniques, dépression, anxiété. Des médicaments qui, dans certains cas, sont nécessaires, on se le cachera pas, mais c'est le fait que les gens les prennent après ça à perpète sans qu'il y ait nécessairement d'évaluation de est-ce que ces médicaments sont encore nécessaires. Donc, 331 milliards par an qu'on dépense en soins de santé au Canada, 8 500, donc 8 600, vous ajoutez à ça les intérêts, là, c'est presque 10 000 par personne au Canada qu'on doit payer pour assumer ces soins de santé. C'est absolument hallucinant. Donc, on va aller voir, on parle de soins de santé, mais est-ce que ça a un impact au niveau des décès? 89 de tous les décès qu'on a au Canada surviennent en raison de ces maladies chroniques. Donc, on nous a fait fermer l'économie, on a privé les Canadiens de nos droits fondamentaux, on a enfreint le code de Nuremberg en nous forçant à prendre des injections géniques expérimentales qui n'avaient même pas été testées chez des animaux, ce qui est complètement illégal, qui fait l'objet de plusieurs traités internationaux. On a tout violé ça pour une maladie virale. Alors que ce qu'on sait, là, c'est des chiffres de Statistique Canada, c'est des chiffres officiels que je vous donne. C'est 89 de tous les décès surviennent en raison de ces maladies chroniques qu'on a nommées, qui sont associées à des facteurs de risque modifiables, comme la sédentarité, comme le fait de consommer trop de sucre, etc., etc. Donc, les principales causes de mortalité au Canada en 2020, selon Statistique Canada, le cancer, qui compte pour 26,4 des décès, les maladies cardiaques, 17,5 COVID-19, là, je pourrais vous faire une émission juste là-dessus, les statistiques de COVID-19, parce qu'évidemment, ils peuvent pas nous mettre là, que ça compte, que c'est la troisième cause de mortalité. Donc, il y a comme un sous-chapitre qui est tout divisé par groupe d'âge. Mais oui, évidemment, on sait, il n'y a pas d'enfants qui mourraient, il y a juste des personnes genre de plus de 85 ans, puis c'est pas le même taux chez les hommes que chez les femmes. Puis, en tout cas, ils nous ont mis COVID, mais attendez, j'ai pas fini avec ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, les accidents qui comptent pour 5 Alors, parmi les 10 principales causes, à part celles qu'on a nommées, il y a les accidents vasculaires cérébraux, les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures, le diabète de type 2, donc les complications en réalité du diabète, la grippe et la pneumopathie, la maladie d'Alzheimer, ainsi que les maladies chroniques et la cirrhose du foie, maladie chronique du foie, on s'entend. Et là, il y avait une petite note, là, je vous rappelle que ça, c'est les statistiques de Santé Canada, il y avait une petite note qui disait que le taux de décès lié à la grippe et la pneumopathie en 2020, hein, je vous rappelle qu'on a déclaré la pandémie en mars 2020. Donc, le taux de décès lié à la grippe ou pneumopathie, qui était normalement de 12,9 décès par 100 000 personnes, a diminué par rapport à 2019. On est descendu à 15,6 décès pour 100 000. Et non seulement le taux de décès associé à la grippe et aux pneumopathies était le plus bas qu'il a jamais été depuis 20 ans. Alors, c'est quand même extraordinaire. COVID est arrivé, c'est maintenant parmi les top 10 causes de décès. Mais de l'aveu même de Statistique Canada, il n'y a plus personne qui meurt de la grippe et des pneumopathies. C'est genre, on a tassé une colonne pour l'appeler COVID, je sais pas, là, je dis ça de même. Aïe, aïe, aïe. Alimentation et maladie. OK. Vous savez qu'il y a encore des médecins conventionnels qui disent aux patients, je le sais, là, parce que mes patients m'écrivent pour me le dire. Les gens qui ont le cancer, toutes sortes de maladies, qui demandent aux médecins,
Je peux-tu faire quelque chose avec mon alimentation? Je peux-tu prendre des vitamines? Je peux-tu... Et les médecins de leur dire, ça n'a pas rapport. Le sucre, ça n'a pas rapport. Vous savez que les naturopathes, puis bon, tous les thérapeutes des approches conventionnelles, c'est-à-dire conventionnelles pour nous, mais pas conventionnelles pour vous autres, traditionnelles, on va dire en santé, complémentaires. Si on disait des aberrations comme ça, on se ferait ramasser par le Collège des médecins, on aurait des poursuites à n'en plus finir. Mais un médecin, parce qu'il a un diplôme d'une école de médecine, peut dire des aberrations comme ça, que la santé n'est pas influencée par ce qu'on met dans notre bouche 3 fois par jour. On connaît depuis au moins une dizaine d'années la science de l'épigénétique qui nous montre que la nourriture est en fait de l'information. Ce qu'on met dans notre bouche, c'est de l'information pour nos gènes, qui va activer certains gènes, qui va en ralentir d'autres. Donc, on a absolument un pouvoir d'action sur nos gènes et l'alimentation, c'est un des moyens qu'on transmet de l'information à nos gènes. Et ça, c'est pas des discours de naturopathes uniquement. Je vais vous citer des officiels juste pour vous mettre un petit peu en contexte. Pas que j'ai une admiration sans borne pour l'OMS, mais juste pour vous dire quelles sont mes sources de référence. Alors, selon l'OMS, une alimentation saine aide à protéger contre les maladies non transmissibles, dont le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Vous rappelez-vous, je vous ai nommé les principaux facteurs de décès au Canada. Ça ressemble pas mal à ça. L'OMS nous dit l'alimentation a un rôle protecteur sur toutes ces maladies-là dont on meurt. Ce que le Canada nous dit, les risques liés à l'alimentation comptent parmi les 3 principaux facteurs de risque responsables du fardeau des maladies. Donc, même le site de Santé Canada nous le dit, là. Alors, les médecins qui disent que l'alimentation, ça n'a pas rapport, ça veut dire qu'ils lisent pas, eux autres, les recommandations de Santé Canada ou de l'OMS. Alors, les risques liés à l'alimentation comptent parmi les 3 principaux facteurs de risque responsables du fardeau des maladies, tels que mesurés par la mortalité et l'invalidité combinée. Donc, ça a un impact au niveau de la morbidité, c'est-à-dire l'état de santé des gens de manière générale, mais aussi la mortalité. Donc, les 2 autres facteurs, parce qu'on a dit que l'alimentation, c'est un des 3 facteurs, les 2 autres facteurs, c'est le tabagisme et l'indice de masse corporelle. Mais c'est quoi qui fait notre indice de masse corporelle? Vous savez, c'est le ratio entre la taille de notre taille et la taille de nos hanches. Donc, en fait, on revient à l'alimentation, puis bon, sédentarité, etc. aussi, mais le 3e, c'est le tabagisme. Donc, ça veut dire que c'est comme les 3 facteurs les plus importants sur toutes ces maladies chroniques qu'on a nommées, qui sont un gros fardeau au niveau des soins de santé, un gros fardeau au niveau de notre qualité de vie, mais aussi un gros fardeau au niveau des décès. Donc, les maladies chroniques liées à l'alimentation, particulièrement les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer colorectal, le diabète et le cancer du sein figurent parmi les principales causes de décès prématurés au Canada. On meurt avant notre temps parce qu'on a ces maladies-là. Et un des 3 facteurs les plus importants, mais en réalité 2, parce que l'indice de masse corporelle est lié à l'alimentation aussi, sont liés à l'alimentation. Et ce que nous dit encore une fois Santé Canada, c'est que l'adoption de comportements liés à un mode de vie sain, comme une saine alimentation, pourrait permettre de prévenir 80% des cas de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires et 40% des cancers et d'autres maladies chroniques. Alors, allô les médecins qui nous disent que l'alimentation, ça n'a pas d'impact sur le cancer. Santé Canada, votre grand boss, vous dit que 40% des cancers pourraient être prévenus. 80% des diabètes. Et on sait que le diabète, là, c'est le prochain gros fardeau au niveau de la santé. Il y a plein de gens qui sont en état prédiabétique, de résistance à l'insuline, de diabète. Plusieurs parmi nos enfants, je vais vous donner les statistiques pour les enfants tantôt, vous allez voir, ça brise le cœur parce qu'on sait qu'on pourrait faire mieux. Donc, on nous donne des statistiques effarantes comme ça. Les médecins ne sont pas plus informés que ça. Et ça me revient tellement souvent dans le cadre de ma pratique. Aussi, les gens vont me dire, je vais en parler à mon médecin. Là, ils me reviennent en me disant, ben, mon médecin, il me dit que c'est pas vrai ou whatever.
Savez-vous pourquoi le médecin dit ça? Il y a deux principales raisons. La première, c'est que le médecin n'est pas informé. La deuxième, c'est que le médecin n'a pas le temps. Le système de rémunération à la carte qu'on a au Canada est justement fait pour favoriser des rencontres de courte durée, parce qu'aucun médecin, s'il est payé, je pense que c'est quelque chose comme 25 du clic, qui va passer 1 heure et demie avec ses patients. Moi, une rencontre en naturopathie, un questionnaire de 17 pages à compléter, et la première rencontre, c'est 1 heure et demie. Donc, c'est sûr que dans 1 heure et demie, on a le temps de parler d'alimentation. On peut voir dans votre environnement s'il y a des facteurs du côté émotionnel, du côté des émissions aux champs électromagnétiques, etc., etc. Mais si vous devez voir 5 à 10 patients à l'heure pour vous faire une paye qui a du bon sens, quand vous avez des prêts pour des études en médecine à rembourser, ben vous n'avez pas le temps de commencer à parler d'alimentation. Donc, le système fait en sorte que ce que le médecin a le temps de faire dans 5 minutes, c'est une prescription pour un médicament de synthèse ou pour un spécialiste. Et ça aussi, c'est voulu, puis vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas le temps. Et deuxièmement, son éducation ne lui permet pas de poser des commentaires intelligents et éclairés en termes d'alimentation. OK? À ce moment-là, il pourrait référer à une nutritionniste, mais souvent les nutritionnistes ne sont pas couvertes par le système et les gens n'ont pas les moyens d'y aller. Donc, le système est encore là fait pour que les gens n'améliorent pas leur santé via l'alimentation, via les bonnes pratiques, via le mode de vie, via la gestion du stress. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Un client en bonne santé, c'est un client perdu pour Big Pharma. À un moment donné, il va falloir que vous compreniez que des compagnies pharmaceutiques sont des compagnies, ne sont pas des œuvres de bienfaisance. Hein? On aime ça penser que tout ce qu'ils font, c'est pour notre mieux-être, mais en réalité, c'est qu'il y a des dollars and cents en bas de la fiche, puis ils doivent produire de l'argent pour leurs actionnaires. Donc, qu'en est-il au niveau de l'éducation médicale? Selon un sondage distribué à 9 universités à travers le Canada, les étudiants en médecine considèrent qu'il manque d'éducation adéquate en nutrition. 87% des répondants ont déclaré que leur programme en médecine de premier cycle devrait consacrer plus de temps à l'éducation nutritionnelle. Ils ne sont pas plus cons que les autres. Ils voient bien les études cliniques passées. Ils voient ce que nous autres on fait en médecine fonctionnelle, qui est très appuyé par la science. Et ils se disent, ben comment ça, nous autres, on n'apprend pas ça à l'école? Tu sais, évidemment, ils vont pas aller l'avouer parce que moi, j'ai partagé beaucoup de cours avec les étudiants en médecine, en anthropologie médicale. Il y a des troncs communs. Et de tout le long de l'université, on leur fait croire qu'ils sont des dieux et c'est eux autres qui savent tout, puis il n'y a personne d'autre qui sait rien. Mais quelque part, il y a une partie de leur conscience qui sait très bien qu'ils ne savent pas tout. Donc, on a une autre étude du Harvard School of Public Health. Je vous donne toutes les top références, là, comme je vous dis, pour vous outiller comme du monde, qui nous dit que la plupart des écoles de médecine aux États-Unis enseignent moins de... Essayez de deviner combien d'heures en médecine dans le cursus de 4 ans dans la base en médecine. Combien d'heures les médecins reçoivent en nutrition dans leurs 4 ans de médecine aux États-Unis, puis le système canadien est calqué sur le système américain. Ils reçoivent un gros 25 heures. Moi, comme naturopathe, j'ai fait 4 ans à étudier la nutrition, les vitamines, les plantes. Eux, ils reçoivent 25 heures. 25 heures en nutrition. Comprenez-vous pourquoi ils peuvent pas vous en parler de la nutrition et le cancer? Ils peuvent pas vous en parler de la nutrition et des maladies gastro-intestinales, de à quel point le glyphosate affecte le blé, puis pourquoi le blé a été hybridé au Canada, puis ils ont pas le temps. Ils sont occupés à passer des tchic-tchic et cartes d'assurance maladie de la RAMQ pour payer leur belle grosse maison. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il ne fouille pas les études cliniques comme la petite naturopathe le fait. Leur clientèle est garantie. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a juste 25 heures d'études de nutrition sur leurs 4 ans de formation? Eh bien, selon le CMAG, ça c'est le Canadian Medical Association Journal, c'est le standard qui est recommandé par le National Academy of Science. Donc, c'est qui décide qu'il y a juste 25 heures de nutrition dans le cursus des médecins en devenir? C'est le National Academy of Science.
on va aller voir c'est qui, le National Academy of Science, mais je sais que vous me voyez venir avec mes skis. Je sais que vous me voyez venir. En tout cas, ceux qui me connaissent, vous savez où on s'en va avec ça. Donc, qu'est-ce que le National Academy of Science? C'est une organisation privée. Hein? Déjà, ça nous enligne. L'organisation privée qui décide du cursus des futurs médecins à but non lucratif. C'est sûr, on sait que les mondialistes n'aiment pas ça, l'argent. Regroupant les principaux chercheurs du pays. Donc, par l'intermédiaire, ça vient du site en passant du National Academy of Science. Par l'intermédiaire de l'ingénierie et de la médecine, Big Tech et Big Pharma. La National Academy of Science fournit des conseils objectifs. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris la notion d'objectivité, mais quand tu es un organisme privé qui est donc financé par des intérêts privés pour élaborer des conseils, il me semble que tu dois avoir tendance à tirer un petit peu la couvercle de ton bord. Hein? Genre, tu vends des médicaments, mais tu vas aller dire qu'il faut manger mieux. Alors que si les gens mangent mieux, ils vont être moins malades. Tu tires dans le pied. Pas sûr. Pas sûr, pantoute. Donc, des conseils objectifs et scientifiques, ben oui, c'est eux autres qui financent les études, vous allez en voir d'autres plus loin, sur des questions critiques affectant le pays. Donc, les organismes privés, hein, ça nous fait penser à l'OMS, puis d'autres entités non démocratiquement élues, que parce qu'ils ont de la grosse argent, peuvent caler les shots en santé, décider de fermer l'économie, décider de nous forcer à nous injecter, puis avoir une identité numérique. Donc, National Academy of Science, qui décide que les écoles de médecine ont juste 25 heures en médecine, en nutrition dans le cours de médecine. Fait que là, vous comprenez bien, c'est qui finance l'Academy of Science, qui décide que les médecins ont juste 25 heures en médecine. Alors, je suis allée regarder. J'avais un biais, hein, j'avais déjà un petit biais cognitif. Je me doutais un peu où aller chercher. Évidemment, c'était pas sur leur site web qui les finance, contrairement à l'OMS. L'OMS a au moins la transparence de nous mettre ça sur leur site web. Donc, je suis allée voir qui finance. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, entre autres, parmi les donateurs intéressants, notre ami Billy Boy, hein, National Academy of Science aux États-Unis, c'était à s'y attendre que Billy Boy et sa fondation, avec son ex Melinda, qui en pouvait plus de lui, avec sa collusion avec Epstein, un petit don de 150 000 US en 2019. La fondation Rockefeller, ben oui, gardons ça, les tsunamis encore. 50 000 en 2021. Quoi d'autre? Le prix de biologie moléculaire, hein, offert par le National Academy of Science, qui colle les shots et facultés de médecine, il est offert par qui, ce prix? Par nul autre que Pfizer. Comprenez-vous comment ça marche? Les intérêts privés derrière le National Academy of Science qui décident du curriculum des universités pour ne pas, évidemment, que les médecins fassent une bonne job ensemble. Donc, à part ça, qu'est-ce qui nous... Ah oui, ce qui est intéressant, le petit corollaire de ça, le National Academy of Medicine ont eu une réunion annuelle en 2020. Alors là, j'arrête pas de vous dire là, qu'on meurt la majorité du temps des maladies chroniques avec des facteurs de risque modifiables qui sont liés avec notre alimentation et tout ça. Mais de quoi ils parlaient, cette gang-là qui finance l'Academy of Science, puis l'Academy of Medicine, évidemment. La réunion annuelle de 2020, qui étaient les invités au discours? Billy Boy, son grand chum Anthony Fauci, et d'autres qui prenaient parole pour discuter de quoi? Donc, pas de l'impact du diabète, puis comment on va s'attaquer au diabète, pour maladies cardiovasculaires, pour cancer, qui sont les vraies causes de décès dans notre société. Non! La menace urgente
pour la santé humaine et la société. Et de quoi on parlait là? De COVID-19 et de réchauffement climatique. Ben oui, c'est ça l'urgence. Quand 80% des décès sont associés aux maladies chroniques, qui sont en lien avec notre alimentation et notre mode de vie, mais l'urgence, c'est la planète qui est en train de prendre en feu. Puis le virus qui tuait juste des gens qui avaient juste besoin d'une pichenote pour passer de l'autre bord. Logique, hein, l'affaire? Alors, évidemment, parce que comme je vous disais, il n'y a pas d'argent à faire avec des gens en santé, il n'y a pas d'argent à faire avec l'alimentation et de l'activité physique, mais il y a de l'argent en masse, en masse, en masse à faire avec Big Pharma. Je vais mettre mes lunettes, je ne vais pas vous dire de niaiserie. C'est des chiffres trop gros pour pour ma mémoire de naturopathe. Alors, je vais vous parler des chiffres de l'industrie pharmaceutique au Canada et au Québec. Là, vous allez me dire, tu nous as dit qu'ils nous empoisonnent. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi ils nous empoisonnent, comment ils s'y prennent. Donc, les ventes des produits pharmaceutiques au Canada représentent une part de 2,1 du marché mondial. Ça n'a pas l'air gros comme ça, mais ce qui fait que le Canada, c'est le 9e marché mondial en importance. Comprenez-vous pourquoi, dans le grand ordre des choses, à part le fait que Justin est un des dauphins de notre ami Klaus, ou notre ennemi, je devrais plutôt dire, le Canada, c'est le 9e marché mondial en importance pour Big Pharma. On est un gros joueur dans l'industrie pharmaceutique et particulièrement au Québec. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Parce que quand les choses ne font pas de sens, quand elles sont complètement illogiques, là, vous dites, mais pourquoi ça? Il me semble que ça fait pas d'allure, un masque antibactérien contre un virus ou que je peux m'asseoir dans le bar, mais je peux pas danser si le virus aime les danseurs plus que les gens assis. Tu sais, quand ça n'a pas trop d'allure comme ça, là, toujours la même chose. Follow the money. Follow the money. Follow the money. Alors, c'est toujours la même affaire. Le Québec et le Canada sont des joueurs importants dans l'industrie pharmaceutique. Alors, selon le rapport annuel de 2019, donc avant, rapport pré-pandémie, je vais vous parler des chiffres de Big Pharma de la pandémie, mais dans un santé sans censure séparé parce qu'il y en a long à dire là-dessus. Je voulais juste vous faire comprendre pourquoi on nous empoisonne avec les aliments. Donc, selon le rapport annuel 2019 du Patented Medicines Prices Review Board, ça, c'est une entité qui décide de les prix qui vont être fixés, puis des règlements du pharmaceutique et tout ça. Donc, ils nous disent que la valeur totale des ventes pharmaceutiques au Canada a augmenté de 35 entre 2011 et 2019. 35 d'augmentation entre 2011 et 2019 pour atteindre 29,9 milliards de dollars. Donc, ça, là, c'est notre industrie. On va parler grosso modo de 30 milliards de dollars au Canada dans l'industrie pharmaceutique avant la pandémie. Pendant la pandémie, alors que l'économie était sur le derrière, que tout le monde qui avait ses petites entreprises était en train de mourir et tout ça, eh bien, Santé Canada a approuvé pas moins de 25 nouveaux médicaments au Canada au cours des 6 premiers mois de 2022. Hein? On est enfermé chez nous, on n'avait plus le droit de rien acheter. C'est pas grave si ton enfant a perdu un gant puis doit passer le restant de l'hiver les doigts gelés, mais 25 nouveaux médicaments ont été approuvés pendant ce temps-là. Les produits pharmaceutiques génériques, les organismes de recherche sous contrat, les biotechnologies et les produits pharmaceutiques novateurs ont contribué à la création de 20 410 emplois au Canada. Comprenez-vous pourquoi c'est des intouchables? C'est une industrie de 30 milliards de dollars qui crée des dizaines de milliers d'emplois. Alors, au Québec seulement, en 2020, il y avait 237 compagnies pharmaceutiques. C'est plus que ça. J'ai pas retrouvé un autre chiffre que j'avais à un moment donné. J'ai mis celui-là, mais je sais que c'est plus que ça. 40% des investissements canadiens en recherche et développement ont été concentrés au Québec pour environ 400 millions de dollars canadiens. Donc, vous avez vu que Justin a dit qu'il allait redistribuer l'argent aux provinces, la cote fédérale qui s'en va aux provinces,
à condition que les provinces lui donnent nos données en santé. Donc, tout l'aspect de l'identité numérique, vous comprenez que c'est certain que le gouvernement du Québec va le faire parce que on reçoit pas moins de 400 millions de la part du fédéral en produits pharmaceutiques, en argent pour le pharmaceutique. En termes de retombées économiques, en 2016, les produits pharmaceutiques innovants ont généré plus de 3,1 milliards au Québec et en 2019, 4,8 milliards pour générer 37 000 emplois. C'est fou, hein? 4,8, mettons 5 milliards là, au Québec et 37 000 emplois au Québec, donc de gens qui payent des taxes, qui ont en général des bons salaires, donc qui payent des impôts, qui payent des taxes au gouvernement. Donc, vous comprenez que le gouvernement a tout intérêt à soutenir l'industrie pharmaceutique. Alors, parmi les mythes dans l'industrie pharmaceutique, je vous ai fait éventuellement une émission sur le cholestérol. En attendant et dans le processus d'organiser mon membership, je suis en train de tout monter mes émissions sur YouTube. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Vous allez tout simplement sur ma chaîne. Profitez-en pour vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Et vous allez retrouver cette émission sur le mythe du cholestérol si vous voulez aller plus loin. Mais donc, juste pour vous démontrer à quel point on twiste l'information en santé, en alimentation, pour bénéficier à cette industrie qui est Big Pharma. Donc, pendant de nombreuses années, vous le savez, on nous a vanté les mérites d'une alimentation réduite en cholestérol, réduite en gras, réduite en sel. Pendant longtemps, on démonisait le cholestérol, c'était le gros vilain. Je me rappelle qu'on pouvait manger des œufs, mais il fallait pas manger le jaune. Puis c'était la mode des aliments réduits en gras. Tu sais, là, c'est la mode CETO, on est tous tombés dans l'excès inverse. Mais pendant longtemps, le gras a été le gros vilain. Pourtant, avec tous ces aliments réduits en gras, on pourrait croire que les ventes des statines, les médicaments qui sont hypocholestérolémiens, auraient réduit, que les maladies cardiovasculaires auraient réduit, les gens se bourraient d'aliments réduits en gras. Mais non. Parallèlement, les maladies cardiovasculaires ont augmenté, le taux d'obésité a augmenté. Pourtant, les gens adhéraient au mythe du cholestérol. Alors, pourquoi ça marche pas? Bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est que, d'après l'aveu même de la Cleveland Clinic aux États-Unis, 80% du cholestérol est en fait produit par notre foie. Donc, peu importe tout ce que tu enlèves de cholestérol dans ton alimentation, ton foie va fabriquer du cholestérol et c'est tant mieux et c'est normal parce que chaque cellule de notre corps a une enveloppe qui est construite de cholestérol. 70% du poids sèche de notre cerveau est constitué de cholestérol. Toutes nos hormones stéroïdiennes, estrogène, progestérone, testostérone, se servent du cholestérol pour être fabriquées. Donc, le cholestérol est absolument crucial à notre survie et à notre santé. Donc, la nature étant tellement bien faite, elle n'attendait pas qu'on ait mangé nos œufs avec le jaune pour avoir du cholestérol. C'est le foie qui en produit. Donc, plus vous coupez le cholestérol dans l'alimentation, plus votre foie va en produire. Évidemment, quand vous prenez des médicaments hypocholestérolémiens, là, le corps est bloqué dans son processus. La production aussi d'un antioxydant majeur très important qu'on appelle la coenzyme Q10 va être bloquée et ça va causer toutes sortes de problèmes, dont toutes ces pertes de mémoire qu'on voit chez les personnes âgées. Ben oui, c'est sûr qu'on a bloqué l'absorption du cholestérol dans leur organisme. Même chose au niveau des déséquilibres hormonaux. Donc, on nous a convaincus que le cholestérol, c'était hyper mauvais pour la santé, d'enlever tous les gras, alors que c'est un grand mensonge, alors que les taux de cholestérol à atteindre au niveau sanguin ont aucune base scientifique. Ça a été établi de manière aléatoire, de l'aveu même des associations de médecine. Donc, c'était complètement une aberration. Alors, pourquoi on nous a entretenu ce mythe du cholestérol tout en sachant que c'était pas vrai? Ben, peut-être d'une manière pour nous vendre du sucre. Je vais vous faire un bout sur le sucre tantôt. Alors, selon le Harvard Health, lorsqu'on réduit les graisses totales, on rend pas les aliments plus sains
et beaucoup de ces produits sont riches en sel, en sucre et en glucides raffinés. Donc, évidemment, quand on enlève le gras, on enlève une partie de la palatabilité, donc du goût des aliments. Alors, pour compenser, ben, on met plus de sucre, on met plus de sel, puis plus de sucre complexe. Donc, en réalité, on continue à alimenter le problème d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires parce que l'excès de sucre non utilisé va aussi faire augmenter notre taux de triglycérides et de mauvais gras. Alors, on n'a absolument rien résolu en nous abreuvant de ce mythe du cholestérol. L'autre raison pour laquelle ce mythe-là a la couenne dure, même si on a démontré, puis je vous en parle dans mon émission sur ce sujet, qu'il n'y a eu aucun impact positif avec les statines, même qu'on a augmenté la morbidité et les décès des personnes qui en consommaient, sauf sous une très petite partie de la population. Mais malgré ça, les statines continuent d'être vendues de manière absolument effarante. Je vous ai sorti des stats. Donc, Lipitor, qui est le médicament de type statine, là, hypocholestérolémien, qui est devenu l'étalon d'or, continue de générer environ 2 milliards par an de ventes pour Pfizer. Les ventes aux États-Unis ont chuté. Les Américains, souvent, s'informent plus sur la santé, puis les études cliniques sont actuellement publiées en anglais. Donc, ils ont diminué la vente aux États-Unis, sauf qu'ils ont beaucoup augmenté le marché chinois. Vous savez que maintenant que les Chinois augmentent leur pouvoir économique, ils consomment aussi plus de viande, plus de gras saturé. Donc, ça se reflète au niveau des ventes de Pfizer. Il y a quand même 100 millions qui est vendu en statine aux États-Unis, ce qui veut dire que chaque comprimé de Lipitor revient à 14 $. Et savez-vous, le médicament générique, c'est-à-dire une fois que le brevet est échu et que les autres compagnies peuvent le copier, savez-vous combien il coûte au générique? 10 sous par comprimé. Et si vous voulez celui qui a le logo de Lipitor dessus, c'est 14 $. Comprenez-vous comment ils sont riches, ces compagnies-là? C'est hallucinant. Des marges de profit absolument titanesques. Alors, ça, c'est une des manières qu'on engraisse Big Pharma avec le mythe du cholestérol, mais aussi le fait qu'on prive les gens de bons gras dans l'alimentation, ça a un impact négatif. Selon UCLA, donc University of California in Los Angeles, Health, un solide corpus de recherche a révélé les nombreux avantages de l'inclusion des bons gras dans l'alimentation. Ils réduisent le risque de développer une maladie cardiaque, d'améliorer le taux de cholestérol sanguin, d'aider au contrôle de la glycémie et de réduire l'inflammation. Ils ont un effet bénéfique sur la pression artérielle. Ils ont même démontré qu'ils favorisent la santé intestinale, le fameux microbiome dont on parle tellement depuis 10 ans. Donc, regardez comment c'est intéressant. On nous a entretenu le mythe du cholestérol pour lequel on nous vend des statines à coût de 2 milliards par année pour réduire le taux de gras. En réduisant le taux de gras, on cause des maladies comme l'Alzheimer, on déséquilibre nos hormones, on fait un paquet de gâchis. Mais non seulement ça, mais à force de dire aux gens de ne pas manger du gras, les bons gras ont un impact positif dont on ne bénéficie pas, dont un des plus importants, c'est de réduire l'inflammation. On sait que toutes les maladies chroniques dont on a parlé depuis le début ont comme point commun l'inflammation. Le diabète est une maladie inflammatoire, les maladies cardiovasculaires, arthrite, toutes les maladies auto-immunes sont des maladies où il y a une quantité d'inflammation élevée. Et en nous disant de ne pas consommer de gras, on n'a pas les précurseurs comme des oméga-3 pour aller chercher un effet anti-inflammatoire. Donc, on nous empoisonne sur les deux tableaux en même temps et en plus, on nous rajoute des médicaments qui sont toxiques pour nous. On va parler du sucre maintenant, parce que là, on a parlé du gras, mais le sucre est un autre gros joueur par lequel on manipule notre information et on nous maintient dans un état de maladie. Donc, dès la naissance, ah oui, ça c'est important, ça c'est l'anthropologue en moi. Dès la naissance, on est conditionné à favoriser le sucre. L'allaitement maternel, d'ailleurs, est très élevé en sucre et très élevé en gras parce que le cerveau du bébé doit croître de manière exponentielle en nos mondes, mais on aime le sucre parce que il y a beaucoup de calories qui sont disponibles très rapidement.
Par exemple, les gras peuvent être convertis en sucre quand on a besoin, mais il y a des étapes de transformation. Même chose pour les protéines. Quand on manque de gras et qu'on manque de sucre, on commence à utiliser nos protéines. Vous savez, les gens qui font des jeûnes forcés ou qui sont malades finissent par perdre leur masse musculaire. C'est que le corps va aller piger dans les acides aminés des muscles comme source d'énergie, mais ça demande beaucoup d'étapes de transformation. Donc, la source de carburant la plus efficace, c'est définitivement le sucre. Alors, on est câblé pour déjà favoriser le sucre. Il y a toute une série de changements biochimiques, neurochimiques même, qui vont survenir dans notre cerveau lorsqu'on va consommer du sucre. Et ces changements, quand on les regarde via des résonances magnétiques, on peut observer que c'est des changements qui vont faire illuminer les mêmes ondes que lorsqu'on consomme de l'alcool ou certaines drogues. Là-dessus, il y a une étude qui a circulé longtemps qui disait que le sucre était plus puissant que la cocaïne pour créer des dépendances. Je veux démystifier ça un petit peu. C'est sûr que ça fit mon narratif. Je pourrais vous dire que le sucre est plus addictif que la cocaïne, mais vous savez que moi, j'aime vous livrer les faits tels qu'ils sont. Donc, le fond de l'histoire, des études plus récentes ont éclairé cette histoire. Ça vient des études qu'on faisait en laboratoire où on permettait à des rats de s'auto-administrer soit de la cocaïne ou soit des substances sucrées. Là, on mettait un liquide avec du sucre dedans. Et la majorité du temps, les rats favorisaient la substance liquide avec le sucre plutôt que la cocaïne. Et donc, les chercheurs en sont venus à la conclusion, puisque c'était toujours comme ça, puis c'était vrai dans les rats femelles et mâles, les différents groupes d'âge, ils ont conclu que vraiment le sucre était plus addictif que la cocaïne. Des études plus récentes sont venues nous montrer que c'est pas le sucre ou la cocaïne, c'est le sucre et la cocaïne. Ce qui arrive, c'est que le sucre agit plus rapidement. Comme je disais, c'est disponible très rapidement comme source d'énergie. Et la cocaïne prend plus de temps à agir. Donc, les rats, par expérimentation, ont compris que j'ai un high plus rapide avec le sucre, je prendrai la cocaïne après. OK? Donc, dans les deux cas, c'est les mêmes zones du cerveau qui sont touchées. C'est normal qu'on ait une préférence parce qu'en biologie évolutive, mais il fallait survivre, donc il fallait avoir des sources de nourriture qui étaient rapidement disponibles. Donc, on est déjà conditionné à aimer ça, le sucre. Ça allume des zones du cerveau comme des lumières d'un arbre de Noël. On aime ça, le sucre. Alors, par contre, ben, le sucre a un paquet d'effets moins intéressants. Et encore là, c'est pas juste la naturopathe qui parle. Et là, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. L'OMS limite la consommation de sucre à environ 10 de l'apport énergétique total. Et dernièrement, en 2014, je pense ils ont modifié un peu les guidelines, les lignes directrices pour parler de 5 Ils disaient que si on est plus près de 5 c'est mieux pour la santé. Quand ils ont essayé de modifier leurs lignes directrices, à ce moment-là, les États-Unis étaient un des donateurs très importants à l'OMS. Et vous vous rappelez peut-être qu'au début de la pandémie, Trump a fait couper les fonds qui étaient alloués à l'OMS. Entre autres, à cause de l'accoquinement avec la Chine, Trump avait vu clair dans leur jeu et a fait couper le financement de l'OMS. Et c'est à ce moment-là que Billy Boy est devenu le plus important contributeur financier à l'OMS. Donc, quand l'OMS a voulu réduire le pourcentage de l'alimentation qui devait être constituée de sucre, l'Association des producteurs de sucre américains, puis là, vous savez que les États-Unis ont été construits sur l'industrie du sucre. Pensez à l'esclavage. Donc, tout ce qui s'est passé dans les 500 dernières années, c'était d'amener des esclaves africains pour cultiver la canne à sucre. Donc, l'Amérique en entier, même au Canada, on a une industrie du sucre. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'on a une industrie du sucre qui est aussi perverse et violente que n'importe où ailleurs dans le monde. Le sucre Lantic, ça vous dit peut-être quelque chose, mais ça appartient à Rogers Sugar et c'est basé dans l'Ouest canadien. Évidemment, on ne fait pas pousser de canne à sucre chez nous, on l'importe, mais on a beaucoup de sucre qui est produit à partir de la betterave, par exemple. Donc, on a aussi une industrie du sucre au Canada. Mais donc, l'Amérique s'est construite
sur le sucre parce que l'Europe développait de plus en plus son appétit vers le sucre. Les grandes puissances comme l'Union soviétique aussi, vous savez que Cuba, pendant longtemps, était le grenier à sucre de l'Union soviétique. L'Union soviétique s'était engagée à fournir tous les biens dont Cuba avait besoin, de la protection militaire dont Cuba avait besoin en échange du fait que Cuba allait produire le sucre. Et à un moment donné, Fidel Castro a avoué devant des gens que je connais personnellement que ça avait été son erreur de convertir l'île en réalité en un grenier à sucre parce que la canne à sucre épuise énormément les sols et donc c'est difficile de se remettre de ça. Mais bref, quand l'OMS a voulu modifier le taux de sucre, les grands propriétaires de tout ce qui est le sud-américain, puis partout où il y avait des plantations de canne à sucre, donc ces familles richissimes qui ont fait leur argent sur le dos des esclaves, sont regroupés en association et ont dit à leurs politiciens, vous allez aviser l'OMS de se calmer avec leur réduction du taux de sucre dans l'alimentation, sinon on va lui couper les fonds. Et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les lignes directrices n'ont pas été modifiées. Un autre exemple, quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, vous vous rappelez peut-être que Michelle, avec ses deux petites filles, a commencé à dire qu'elle allait réduire l'obésité dans les écoles, qu'elle allait couper le sucre dans les cafétérias, etc., etc. Ça a duré 2 semaines. Après 2 semaines, elle parlait plus de rien. C'est viré en histoire sur l'activité physique dans quelques écoles. Il parlait plus du sucre. Regardez à quel point c'est intéressant, même pour monter le document de recherche pour l'émission. Alors, l'OMS nous dit que la consommation de sucre libre ou du sucre ajouté, là, ils traduisent par libre, augmente le risque de carie dentaire et l'excès de calories provenant d'aliments et de boissons riches en sucre libre peut entraîner un surpoids et l'obésité, la pression artérielle et les lipides sériques. La réduction de l'apport en sucre ajouté réduit les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Remarquez-vous que pas un mot sur le cancer, pas un mot sur le rôle du sucre dans la cancérogenèse. Pourtant, du côté du Canada, ce qu'on nous dit, consommer trop de sucre, ça c'est sur le site de Santé Canada. Consommer trop de sucre ajouté a été associé à un risque accru de carie dentaire chez les enfants, de surpoids et d'obésité. L'obésité est un facteur de risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, certaines formes de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc déjà au Canada, on vous donne un petit peu plus l'heure juste parce que on ne dépend pas des budgets des gros propriétaires de plantations de canne à sucre américains. Alors, encore une fois, c'est pas des histoires de naturopathes. Ça fait très, très, très longtemps qu'on connaît le rôle du sucre dans la santé et dans le cancer. C'est un biochimiste allemand qui a gagné un prix Nobel d'ailleurs pour ça, du nom d'Otto Warburg, qui a observé que les cellules cancéreuses dépendent souvent du sucre pour alimenter leur croissance prolifique. Et donc, il y a même des appareils diagnostiques où on injecte du sucre pour voir l'activité des cellules cancéreuses. Donc, ça fait longtemps qu'on connaît le lien entre le cancer et le sucre. Et donc, Santé Canada nous parle du lien du cancer et du sucre, mais pourtant, 66% des 40 000 produits alimentaires emballés au Canada, 40 000! Tu sais, là, des pommes qu'on fait juste croquer, là? Non! 40 000 produits alimentaires emballés au Canada contiennent au moins un type de sucre ajouté. Donc, le sucre ajouté, c'est vraiment le sucre avec un sucrier ou à la cuillère. On ne parle pas ici des sucres naturellement présents dans les fruits, par exemple, ou naturellement présents dans les féculents comme les pommes de terre, ou naturellement présents dans les grains comme le riz. On parle vraiment de sucre ajouté. Donc, tous ces produits-là qui sont déjà empaquetés, malheureusement, contiennent des sucres ajoutés, même si le gouvernement canadien est très, très au courant du rôle du sucre dans la santé, mais il approuve un paquet de produits comme ceux-là. Alors, l'OMS, mais aussi Santé Canada, nous parle de 10% de l'apport énergétique total. Vous savez que ça aussi, ça a été établi de manière aléatoire, mais c'est quand même beaucoup trop de sucre. C'est des taux
plusieurs fois plus élevé que ce que nos ancêtres, en réalité, consommaient. Parce que pensez-y, dans le temps qu'on était des chasseurs-cueilleurs, le sucre, c'est quand on trouvait du miel, c'est quand on trouvait des petits fruits, mais on n'avait pas du sucre comme ça disponible à tous les jours. Donc, même 10%, selon beaucoup de chercheurs, c'est un pourcentage qui est beaucoup trop élevé. Ça l'équivaut à environ 50 grammes de sucre par jour. On parle du sucre ajouté, encore une fois, là. C'est sans compter le sucre qui est présent dans les autres choses, ce qui est à peu près 12 cuillères à café de sucre. 12 cuillères à café par jour, c'est ce qui est toléré. Les Canadiens en consomment plus que ça. On consomme en moyenne presque 30 25,8 d'énergie provenant des sucres totaux et de 8 à 11 d'énergie provenant des sucres ajoutés pour un total d'environ 42 grammes par jour. Donc, en 42 et 50 grammes de sucre qu'on consomme par jour en sucre rajouté. Si on regarde les sucres totaux, c'est plus que le double, c'est 110 grammes de sucre par jour qu'on consomme. J'ai ramené ça sur un taux annuel. Ça fait 40,5 kilos, soit 88,5 livres de sucre par année qu'on consomme. Presque 100 livres. Là. Pensez-y, il y a des gens de qui c'est le poids corporel et on consomme ça en sucre. La conséquence, ben, c'est qu'entre autres, 2,7 millions de Canadiens vivent maintenant avec le diabète, soit diabète de type 1 ou de type 2 combiné. Ça, c'est ceux qui sont diagnostiqués. Et vous savez que maintenant, on parle de l'Alzheimer comme étant un diabète de type 3, en réalité, une mauvaise utilisation des sucres par le cerveau. Donc, c'est énorme en termes d'impact sur la santé. Vous savez que le diabète cause beaucoup de problèmes, des neuropathies diabétiques, la cécité, des amputations. Donc, c'est vraiment, vraiment problématique. On nous dit, encore là, c'est le site de Statistique Canada, que le Canada aurait évité des coûts en soins de santé d'environ 830 millions en 2018 si les Canadiens avaient simplement évité les boissons sucrées. Même pas enlever le restant, là. Votre chocolat de Pâques n'était même pas inclus là-dedans. Juste les boissons sucrées. C'est hallucinant, hein? Alors, pourquoi on les enlève pas? Pourquoi il y a du sucre ajouté partout? Pourquoi on parle quand même de 10% même pour nos enfants? Si un enfant consomme 2000 calories par jour, c'est quand même 200 calories et plus en sucre ajouté qu'on permet. Bien, comme je vous disais, il y a une industrie du sucre canadienne. Le Canada produit environ 1,2 million de tonnes de sucre, dont la majorité est pour notre consommation canadienne par année. Donc, comme je vous disais, il faut considérer aussi tout l'historique très violent du sucre. Parlant de sucre, je vais vous parler aussi de l'industrie des produits laitiers. On va passer un peu plus vite sur les prochains termes pour que ça soit trop long. Mais l'industrie des produits laitiers, Santé Canada encore là, complètement contradictoire, pas de conflit d'intérêt, pas en tout. Le lait, le fromage et le yogourt font partie de la catégorie des aliments protéinés du Guide alimentaire canadien. Mais selon le Physicians Committee for Responsible Medicine, le lait et d'autres produits laitiers sont la principale source de gras saturés dans le régime alimentaire américain, contribuant aux maladies cardiaques, au diabète de type 2 et à la maladie d'Alzheimer. Des études ont également établi un lien entre les produits laitiers et un risque accru de cancer du sein, de l'ovaire et de la prostate. Donc, on le sait que les produits laitiers, ça cause ces maladies qui sont toutes dans les top maladies que je vous ai nommées dès le début, les maladies chroniques qu'on peut prévenir et qui causent les principales mortalités au Canada. Pourquoi le lien avec le sucre? Pourquoi on a à peu près les mêmes maladies avec le sucre et les produits laitiers? Là, je rentrerai même pas dans la question des hormones qu'on peut donner aux bovins. Je rentrerai même pas dans la question de la caséine à laquelle plusieurs personnes sont intolérantes ou n'arrivent pas à digérer correctement. Il y a une enzyme qu'on appelle la DPP4 qui, lorsqu'on ne la fabrique pas correctement, cette enzyme, pour des raisons génétiques, on n'arrive pas à bien scinder
la proline, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans la caséine et dans le gluten. Donc, il y a plein de gens qui ne sont pas capables de digérer la caséine et d'autres qui ne sont pas capables de digérer le lactose. La caséine, c'est la protéine des produits laitiers et le lactose, c'est le sucre des produits laitiers. Donc, on n'est pas équipé comme il faut pour digérer ça. En plus que le lait est un aliment qui devrait normalement être consommé par le veau. Hein. On n'est pas des veaux, on est le seul mammifère qui consomme le lait d'une autre espèce. Et les bébés humains ou bovins, on a les enzymes digestives pour consommer le lait de notre maman, mais éventuellement, quand on est à l'âge de s'alimenter, ces enzymes réduisent dans notre organisme. Donc, on n'est pas équipé réellement pour digérer les produits bovins. Mais en plus de ça, un verre de lait contient 12 grammes de sucre. Donc, pour beaucoup d'enfants dont les parents sont bien pensants, donnent des produits laitiers pour qu'il y ait du calcium pour le os, parce que, tu sais, on a 35 ans d'industrie des produits laitiers qui nous dit, qui nous chante des belles chansons, qui nous fait des beaux commerciaux pour nous dire que faut boire notre lait, que c'est bon pour notre santé. Eh bien, les parents donnent du lait. Les parents qui achètent des céréales sans sucre ajouté, qui sucrent les céréales avec du miel, des bonnes choses, souvent ne savent pas qu'il y a 12 grammes de sucre dans un verre de lait. Si vous prenez un lait au chocolat, c'est le double, c'est 24 grammes de sucre. Donc, si vous vous enlignez sur les quantités déjà trop élevées, on parlait d'à peu près 42 à 50 grammes de sucre, qui représentent à peu près le 10 des calories quotidiennes, eh bien, vous rappelez que l'OMS nous disait qu'on serait mieux d'aller vers 5 mais déjà, avec un lait au chocolat, l'enfant a atteint sa quantité de sucre pour la journée. Donc, c'est pas génial. On serait beaucoup mieux d'aller les chercher via des fruits, des légumes, des féculents, etc., qui nous amèneraient au moins des fibres qui feraient que l'absorption du sucre serait beaucoup plus smooth. Alors, pourquoi encore là nous vanter les bienfaits des produits laitiers? Pourquoi sont-ils inclus dans le guide alimentaire canadien? Ben, c'est facile. Follow the money. La taille du marché mesurée par les revenus de la classe industrielle des fermes laitières du Canada est de 11,3 milliards en 2023. Vous vous rappelez, on avait 40 milliards avec Big Pharma. On est à 11,3 milliards avec Big Agro. Là, je n'ai même pas rentré dans l'industrie du blé. On est juste dans l'industrie des produits laitiers et l'industrie du blé qui est absolument toxique. Ça va être une émission en tant que telle. J'ai vraiment du stock pour 1h30. Donc, j'ai pas voulu l'en rentrer dans celle-ci. Et de ce bel argent qui rentre au Canada, parmi les fermes laitières, bien, 81% des fermes laitières canadiennes sont situées entre le Québec et l'Ontario. Donc, encore un autre lien très incestueux entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. L'industrie laitière canadienne est représentée, on le sait, par les producteurs laitiers du Canada. Vous vous rappelez tout, hein, ces commerciaux-là, vous rappelez-vous qu'ils ont même fait des CD dans le temps qu'on avait des magasins Archambault à Montréal, des beaux magasins de musique qui avaient des livres. Moi, j'aimais tellement me promener sur Saint-Denis, aller là. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait une vitrine remplie du CD des producteurs laitiers du Canada. Et il y avait les tunes vedettes de leur campagne publicitaire des 25 dernières années. Vous imaginez le marketing, vous imaginez l'argent qui est englouti en marketing pour les produits laitiers au Canada. Donc, ils disent eux-mêmes, ça vient de leur site, le site des producteurs laitiers du Canada, c'est un organisme de lobbying. Vous savez ce que ça veut dire, le lobbying? D'influence sur les gouvernements. Fondé en 1934, est responsable des activités en matière de politique, de mise en marché, de nutrition et d'études de marché en lien avec avec la production de lait au Canada. Et ils sont évidemment la voix des producteurs laitiers canadiens. Donc, en épluchant leur site, j'ai vu aussi qu'ils ont des programmes de financement de la recherche. Donc, c'est l'industrie des produits laitiers qui finance les recherches sur les produits laitiers et qui va conseiller l'élaboration du guide alimentaire canadien. Donc, le gouvernement est directement influencé par l'industrie, de la même manière qu'il est directement influencé par Big Pharma. Mais si on est malade des produits laitiers, qu'on a des problèmes d'intolérance intestinale, si on a des problèmes de déminéralisation, etc., mais c'est pas grave, Big Pharma a des médicaments pour ça. Donc, c'est hallucinant. Les recherches sont fondées, hein,
par les mêmes industries qui en bénéficient, exactement comme ça a été fait avec les injections géniques expérimentales. C'est toujours comme ça. C'est vraiment comme de donner les clés du poulailler aux renards. Et nous autres, on tolère ça, puis on les croit, puis on pense qu'ils sont là pour notre bien-être. Je vais terminer. Le dernier bloc, ça va être sur la santé de nos enfants. Le dernier bloc de l'alimentation, c'est sur la viande rouge et transformée, parce que c'est reconnu par l'OMS, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une branche spécifique de l'OMS, catégorise la viande transformée comme un cancérogène de groupe 1. Comme quoi, comme le tabac, comme l'alcool et comme les rayons UV. Le tabac et l'alcool, c'est qui a le contrôle de ça chez nous? C'est le gouvernement. Le gouvernement nous vend des substances considérées cancérigènes de groupe 1 par l'Organisation mondiale de la santé. Les mêmes gens qui émettent des règles directrices avec Santé Canada, vous pensez qu'ils sont là pour vous protéger. Ils bénéficient de la vente du tabac, de l'alcool, du cannabis, d'un paquet de médicaments qui sont responsables de plein d'effets secondaires. Ils nous vendent des substances cancérogènes admises par l'OMS. Et vous pensez réellement que ces gens-là sont là pour vous protéger. Ils vous empoisonnent jour après jour. C'est ça qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils sont en collusion avec Big Pharma, Big Tech, Big Agro, qui payent tout le monde pour que ça se fasse. Là, attendez, j'ai presque fini avec ça. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les petites viandes? Là, c'est des petites viandes fumées, les saucisses à hot dog et tout ça, contiennent des mutagènes qui modifient l'information génétique. Vous vous rappelez, tantôt, je vous disais, la nourriture, c'est de l'information génétique qui modifie donc l'ADN et des cancérogènes qui sont donc techniquement des agents cancérigènes. Alors, la viande, c'est pas juste la viande comme telle, parce que dans le temps des chasseurs-cueilleurs, par exemple, vous savez, ils pouvaient tuer des orignaux, ils pouvaient tuer des ours, les Inuits tuent des phoques, ils en mangent et ils n'ont pas nécessairement le cancer, mais c'est beaucoup dans notre manière de transformer et de cuisiner les aliments. Donc, c'est le fait de les cuire à haute température ou de les faire griller, barbecue particulièrement dangereux. Les acides aminés vont interagir avec la chaleur pour former des composés cancérigènes qu'on appelle des amines hétérocycliques et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, c'est pas nécessaire de retenir les noms, mais juste de savoir que les viandes fumées, cuites au barbecue, tout ça cause des éléments cancérigènes. Et on nous dit, l'OMS nous dit que 50 grammes de viande transformée par jour peut augmenter le risque de cancer de déjà 18%. C'est quand même beaucoup, là. Et savez-vous à quoi ça correspond 50 grammes de viande transformée? C'est l'équivalent de 4 petites tranches de bacon. Donc, allô les cétos, là, parce qu'oubliez pas qu'en coupant vos glucides dans le céto, vous coupez beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Là, je sais, je vais me faire blaster par la gang qui me suivent, qui aiment le céto, mais je vais vous faire une émission sur le céto. Mais juste pour vous dire que dans votre bacon, il y a énormément de substances cancérigènes. Donc, 4 tranches de bacon augmentent le risque de cancer de 18% par jour. Et savez-vous aussi qu'est-ce qui augmente le risque de cancer? Les hot dogs. Un hot dog, 50 grammes de viande transformée. Qu'est-ce qu'on donnait comme récompense aux gens qui allaient se faire injecter? Des hot dogs. Le même gouvernement qui bénéficie de la vente des autres substances cancérigènes de classe 1, que sont l'alcool et que sont le tabac. C'est ça qu'on a comme gouvernement, les amis. C'est ça, les entités que vous pensez qui vous protègent, en réalité, vous empoisonnent à journée longue. Et je vais vous faire un petit topo sur les enfants, parce que nos enfants sont particulièrement empoisonnés et vous savez qu'ils s'en viennent pour nos enfants de différentes façons. J'ai pas fini de vous en parler, là. C'est sûr que je vais être obligée. Je voulais pas tomber dans le piège de vous parler de l'histoire des trans, mais j'ai pas le choix. Pas ce soir, mais un autre soir. Mais ils ciblent nos enfants. Donc, au niveau de l'alimentation, le gouvernement du Canada nous dit que le taux d'obésité chez les enfants et les jeunes au pays ont presque triplé au cours des 30 dernières années. Triplé. Avec comme conséquence qu'aujourd'hui, 30% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont en surpoids ou obèses. Un enfant sur 3 qui a un problème d'excès de poids.
Et c'est extrêmement grave que les enfants soient obèses parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des cellules adipeuses, les amis. Par exemple, les cellules qu'on va retrouver dans notre ventre qui sont du gras brun qu'on va appeler. Les cellules adipeuses vont engraisser, vont maigrir selon qu'on prend ou qu'on perd du poids. Mais à un moment donné, elles peuvent éclater et former d'autres cellules graisseuses, d'autres cellules adipeuses. Donc, quand on est vraiment en état d'obésité, de gros excès de poids, il va y avoir des ruptures cellulaires comme ça et donc des bébés cellules adipeuses additionnelles qui vont être créées. Et lorsque, plus tard, au fil de notre vie, on essaie de perdre du poids, on va juste comme affamer ces cellules-là, mais elles ne disparaissent pas. Donc, autrement dit, on va être un obèse plus mince, mais l'excès de cellules adipeuses va toujours être là. Une fois qu'elles sont créées, on est comme ça. Donc, c'est très important que les enfants ne soient pas obèses déjà dès l'enfance parce que c'est associé à un paquet aussi d'autres problèmes de santé. Au niveau physique, on parle d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques chez nos enfants. En plus, évidemment, les myocardites qui sont causés par les injections. Diabète de type 2, l'apnée du sommeil. Vous savez qu'il y a plein d'enfants qui ont des troubles de concentration, des troubles d'hyperactivité. C'est parce qu'ils font de l'apnée du sommeil, parce qu'ils sont en surpoids. Des problèmes respiratoires, le cycle menstruel anormal ou absent, ben oui, parce que on stocke des hormones, on stocke des estrogènes dans nos gras, puis on stocke aussi toutes les xénostrogènes, donc les substances de l'environnement comme les pesticides et tout ça, qui ont une molécule semblable à nos estrogènes et qui va agir dans notre corps comme les estrogènes. Donc, ça affecte le cycle menstruel des jeunes filles. Des problèmes osseux articulaires, c'est comme s'ils se promenaient toujours avec un sac à dos. En réalité, s'ils ont 25-50 livres de trop. Ça affecte leur équilibre, donc des risques de chute, de fracture. Et au niveau émotionnel, ben, vous vous imaginez bien que, en plus, avec les médias sociaux de nos jours, faible estime de soi, l'image corporelle qui va être négative dans certains cas, tordue, ou intimidée. Mais c'est pas vraiment grave parce que Big Pharma a des antidépresseurs pour ça. Et là, ils ont un médicament qu'ils veulent prescrire à peu près tous les enfants pour contrer l'épidémie d'obésité. Et ça aussi, ça va faire l'objet d'une émission séparée parce que c'est un médicament très dangereux, puis je vais vous en parler en détail. Mais donc, au niveau des antidépresseurs seulement, selon une étude publiée dans le Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, la prescription d'antidépresseurs pour les jeunes de moins de 18 ans a augmenté de 36 entre 2012 et 2016. Évidemment, ils ne nous donnent pas les chiffres durant la pandémie. J'ai pas les chiffres de dépression de la pandémie, j'ai pas les chiffres de suicide de la pandémie. C'est caché volontairement, selon moi. Et donc, on est passé de 120 pour 100 000 à 160 pour 100 000 personnes. Et le fluoxétine, ça c'est le Prozac qu'on appelle maintenant FI ou PHL fluoxétine, qui est le plus prescrit. Je vous ai fait une émission, donc une qui parlait du mythe du cholestérol, mais j'en ai fait une autre qui parlait aussi de l'arnaque des antidépresseurs, parce qu'il y a une étude qui est sortie en juin dernier qui démontrait que la dépression n'a pas pu être démontrée comme étant une carence en sérotonine. Et ces types de médicaments, en fait, sont des recapteurs de la sérotonine. Alors, en réalité, c'est toute une autre arnaque, mais qui est là plutôt que de prescrire une alimentation décente à nos enfants et de l'activité physique. Même Santé Canada nous dit que les enfants devraient participer à au moins 60 minutes d'activité physique par jour. Qu'est-ce qu'on a dans le cursus des écoles? Moi, mon fils était en sport-études, mais dans les écoles ordinaires, ils font définitivement pas 60 minutes d'activité physique par jour. Limiter le temps consacré à des activités sédentaires comme regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo et surfer sur le web. Durant la pandémie, on a empêché les enfants, particulièrement les non-vax, de pratiquer de l'activité physique. Et quand des gens qui se sont plaints, dont des professeurs, donc plusieurs personnes se sont plaints à différents organismes paragouvernementaux, gouvernementaux, de la santé mentale des jeunes qui vivaient de l'isolement, qui vivaient un manque d'activité physique, qui étudiaient en ligne alors qu'on sait très bien que le cerveau n'est pas équipé pour apprendre en 2D, ça nous prend du 3D, ça va avoir des conséquences absolument incroyables dans le développement du cerveau de nos enfants. Moi, d'ailleurs, en pratique clinique, présentement, je vois une
quantité sans précédent d'adolescents. J'ai jamais vu ça en 25 ans de pratique clinique. Les parents me les amènent, savent plus quoi faire avec. C'est la conséquence de ça. C'est la conséquence de ça et 36% d'augmentation de prescription d'antidépresseurs avant la pandémie. C'est hallucinant. On drogue nos enfants, on les bourre de sucre, on les empêche de bouger, on les fait passer des heures et des heures bombardés par des ondes de leur téléphone cellulaire, de leur tablette, de leurs ordinateurs. On leur fait vivre un stress émotionnel incroyable avec l'éco-anxiété en leur disant que la planète est en train de passer en feu. C'est carrément de la cruauté mentale. Et là, avec toute l'histoire de la question d'identité du genre, moi, je ne me peux plus. Mon cœur saigne quand je pense à ce que les jeunes d'aujourd'hui vivent et il va vraiment falloir qu'on se déniaise comme parents. Le mien est rendu à 21 ans, il est un petit peu passé de l'autre côté, mais j'ai des amis, j'ai des patientes qui sont aux prises avec des enfants qui vivent des situations hallucinantes et c'est absolument pas correct avec moi comme société que non seulement on n'a pas le choix de nos traitements, qu'on n'a pas le choix de notre position d'accoucher puis de la façon dont on va accoucher parce qu'on nous impose du 18% de césarienne au Québec, bon an, mal an, qu'on nous empoisonne avec des mauvais gras en nous mettant le mythe du cholestérol pour nous bourrer de statine avec le sucre. Toutes ces choses-là sont connues depuis des années. Tout ce que je vous ai cité sont des statistiques d'entités officielles de Santé Canada, de Harvard School of Public Health, de la Clinique Cleveland, de l'OMS, donc tous les gens qui émettent ces fameuses lignes directives et d'où elles sortent du National Academy of Science, qui est un organisme privé qui est financé par qui? Les Billy Boy et les Rockefeller de ce monde. C'est ça la réalité, gars. Fait que plusieurs d'entre vous se sont réveillés avec l'histoire de la pandémie, ont commencé à comprendre que Big Pharma était corrompu à l'os, que les politiciens et les modélistes que sont les McKinsey de ce monde étaient tous sur le payroll et ils n'étaient pas là pour notre plus grand bien. Mais là, il faut aller à l'étape suivante et c'est comprendre que ces entités sont en totale collusion avec Big Agro, avec Big Tech, et leur rôle, c'est de nous empoisonner pour enrichir Big Pharma et éventuellement nous contrôler. Pourquoi vous croyez que Billy Boy est rendu le plus grand propriétaire terrien aux États-Unis? Chez nous, on a un autre tsunami, hein, Sirois, qui ramasse les terres une après l'autre. Vous savez, quand les érablières ont été fermées 2 années d'affilée, il y a eu 75% de faillite chez nos érablières québécoises. J'espère que vous allez aller les encourager cette année et que vous allez m'en ramasser une cacane si vous venez faire un tour en République dominicaine. Donc, 75% de nos érablières ont fait faillite et qui venaient ramasser les terres en arrière, qui venaient les acheter à bas prix, Sirois, qui suit le modèle d'affaires, le Tsunami évidemment de Legault, qui suit le modèle d'affaires de Billy Boy aux États-Unis. Alors, pourquoi ces richissimes achètent les terres agricoles? Pensez-y 2 minutes. Vous savez que Billy Boy est aussi impliqué dans les trucs comme Beyond Meat puis les fake meat de ce monde. Ils veulent nous faire manger des viandes Frankenstein, des viandes modifiées en laboratoire avec des levures transgéniques. Hein? Justin a fait des dons dans l'Ouest canadien à un gros, pas à des, à un gros propriétaire terrien encore là pour planter du soya pour fabriquer les fausses viandes. Là, ils s'en viennent avec leur histoire de réchauffement climatique. Ils veulent plus qu'on mange de viande. Ils vont nous dire qu'on pourra plus manger de viande. De toute façon, on va devenir à des prix tellement exorbitants qu'on ne pourra plus en manger. Ils vont sûrement nous inventer un autre pandémie, nous dire qu'il faut tuer tous les bovins, toutes les poules, etc. Et donc, le commun des mortels, on sera plus capable de se payer ça. Et là, ils vont nous dire, mais on avait déjà prévu la solution. Voici la viande transgénique faite en laboratoire à partir du soya, qui ne cause pas d'émissions carbone, qui fait pas des gros pets remplis de méthane, qui réchauffe la planète. Hein? Donc, c'est tout un plan, c'est tout orchestré, de la même façon qu'ils veulent nous empêcher d'utiliser des fertilisants, des engrais, tout ça, pour toujours sous l'excuse du réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique, c'est la prochaine grande arnaque. Ils ont déjà commencé. C'est en attendant de passer le traité avec l'OMS
qui va faire que les 194 pays signataires de l'OMS vont renoncer à leur souveraineté dans le cas d'une déclaration de pandémie. Et la déclaration de pandémie va être faite par l'équipe des 2000 scientifiques, le Germ Team de Billy Boy, qu'on va payer à coût de 31 millions par année, les pays signataires. Justin a déjà émis le fait qu'il supportait, qu'il encourageait la signature de ce traité. Donc, ils vont décider, quand ça leur chante, qu'on est en pandémie et ça va être l'OMS qui va caler les shots. Ce ne sera plus des recommandations qui vont être émises au pays, comme c'est le cas présentement. Quand on parle d'un traité international, à ce moment-là, c'est des règles et les pays sont liés légalement à respecter ce traité. Donc, il peut y avoir des sanctions, il peut y avoir des pénalités, des amendes qui vont être émises si on ne fait pas ce que l'OMS nous dit de faire. Donc, c'est vraiment là qu'ils s'en vont. C'est en augmentant à chaque fois leur pouvoir centralisateur et en érodant à chaque fois notre pouvoir à nous, les individus, en réduisant toujours notre spectre d'action, notre autonomie, notre souveraineté. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne ces dynamiques de pouvoir, être souverain en santé. Moi, je vous ai parlé aussi que j'ai dernièrement, depuis quelques mois, des nouveaux patients qui viennent me voir parce qu'ils veulent se sevrer de certains médicaments, dont des antidépresseurs de longue date, parce qu'ils veulent plus engraisser Big Pharma. OK? Je n'avais jamais vu ça dans ma pratique en 25 ans, mais là, ça arrive. Donc, les gens veulent acquérir une autonomie en santé et c'est très louable. Mais il faut comprendre que la santé, c'est aussi ce qu'on met dans notre assiette 3 fois par jour et que ces aliments sont soumis aux mêmes politiques que les traitements, que les médicaments, que les injections géniques expérimentales. C'est la même gang, vous avez vu, je vous ai cité, à travers le National Academy of Science, qui dicte les lignes directrices des écoles de médecine, qui font que les médecins n'ont pas d'éducation en nutrition parce qu'ils veulent continuer de nous empoisonner et de nous maintenir dans cet état de dépendance à Big Pharma. Et ensuite, aux injections qui vont être contrôlées par une identité numérique. Donc, gang, il faut continuer de s'informer. Le but de l'aventure de ce soir n'était pas de vous décourager, mais vraiment de vous informer parce que vous devez retrouver une économie locale et une autonomie alimentaire à travers de ça. Il faut retourner vers les fermiers, les gens qu'on connaît, qui sont peut-être pas certifiés bio, mais qu'on sait qu'ils font les choses correctement. Il faut encourager les gens autour de nous, il faut revenir vers le local et il faut s'autonomiser le plus possible. Au lieu d'avoir des belles pelouses, commencer à planter des jardins. On a les garden towers qui sont à la mode et tant mieux. Hein, c'est une des façons de s'autonomiser. Avoir un puits artésien pour l'eau, des panneaux solaires, etc. C'est vraiment là qu'il faut aller pour se soustraire à cette domination qu'ils sont en train d'installer au-dessus de nos têtes. Alors, là-dessus, là, vous allez vous sentir coupable en masse de manger du chocolat. En réalité, tout ça, c'était pour me venger parce que moi, je suis toute seule à Pâques puis j'aurais pas de chocolat. J'ai personne pour fêter puis j'ai pas de chocolat. Alors, je me suis dit, je vais les faire sentir très coupables de manger leur chocolat en fin de semaine. Ah non, c'est des blagues. Soyez pas coupables. Si vous le mangez, mangez-le en bonne compagnie. Savourez-le. Et lundi le 10, on relance le défi détox. Vous savez que le 1er, au début janvier, j'ai eu 220 inscriptions. On a eu du fun. Allez voir le groupe est ouvert. Ça s'appelle Programme Défi Détox sur Facebook. Allez voir les smoothies extraordinaires que les gens mettaient, les belles pensées, les recettes de pain sans gluten. On a eu vraiment, vraiment du plaisir. Et pour tous les gens qui ont assisté au défi détox sur la base d'un don volontaire, je vous donne le mot de passe, vous assistez une deuxième fois au défi détox. On se relance pour un 10 jours. La dernière fois, on était plusieurs à faire 21 jours. Il y en a comme Renaud, qui était le seul gars de la gang, qui lui a continué tout le temps. Il a dit, moi, c'est rendu un mode de vie. Ça, c'est ma star parce que c'est vraiment ça que je veux, que les gens acquièrent ces habitudes pour de bon. Et on a différents niveaux. Ça s'adresse à tout le monde, à moins que vous preniez plusieurs médicaments puis qu'il pourrait y avoir des contre-indications. À ce moment-là, faites une consultation en privé avec moi. Mais pour le commun des mortels, vous pouvez adapter, je vais tout expliquer ça lundi soir, comment adapter les niveaux du programme détox
en fonction de vos besoins individuels. Donc, pour certaines personnes, ça va être juste d'introduire un smoothie à chaque matin pour augmenter la quantité de fruits et de légumes, de bonnes protéines facilement disponibles. Pour d'autres, ça va juste avoir été d'inclure le 1,5 litre d'eau de source par jour. Il y en a d'autres qui vont à 3 repas par jour pendant 10 jours avec les brossages de peau qui font la totale. Vous adaptez vraiment à votre niveau. Donc, lundi soir, 19h, le lien est sur mes 2 murs Facebook principaux. Programme Défi Détox, vous vous inscrivez lundi soir, on regarde tout comment ça fonctionne, la détox, je vous parle des mythes, aussi l'importance de détoxifier l'intestin, tout ça en premier. Samedi prochain, pas demain, samedi suivant, c'est un atelier de 2 heures où je vous fais en direct des jus, des smoothies, je vous parle de comment le faire, quoi ne pas faire, quel appareil acheter, pourquoi. Et le lundi suivant, c'est le 3e module où on va parler des suppléments à incorporer pour votre détox. Et je vous suis tout le long de la détox, tous les jours à travers le groupe Facebook. Et je vous donne en bonus une rencontre additionnelle après pour regarder, faire un suivi avec vous pour savoir comment ça se passe. Et vraiment, le fait de le faire en gang, c'est très motivant, c'est très intéressant. Et la première étape pour vraiment reprendre le contrôle sur notre santé, c'est déjà de se détoxifier d'abord de tous ces trucs avec lesquels ils nous empoisonnent, mais aussi de se détoxifier l'esprit du brainwashing dont on fait l'objet depuis des années. Alors là-dessus, gang, je vous souhaite une très, très, très joyeuse Pâques. Merci d'avoir été avec moi durant 7h30 à peu près. Combien de temps j'ai fait? Je pense que c'était particulièrement long ce soir. Mon Dieu, c'est 1h30 ou 1h50, je ne le vois pas bien. En tout cas, ça a été long. Si vous avez besoin de l'écouter en 2 blocs, vous l'aurez écouté en 2 blocs, mais je voulais vraiment bien vous outiller pour bien comprendre que la collusion, c'est pas juste du côté de Big Pharma avec les gouvernements, mais c'est aussi du côté de Big Agro, qu'on nous ment sur notre alimentation, qu'on nous empoisonne consciemment, histoire de nous vendre des médicaments, histoire de mieux nous contrôler et d'enrichir les tsunamis. Alors, un bon week-end tout le monde. Si vous avez les proches autour de vous, faites-leur des beaux câlins, des bisous. Profitez-en, dites-leur que vous les aimez parce qu'on ne sait jamais quand c'est la dernière fois qu'on voit les gens. Et après, on le regrette, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Donc, profitez-en bien et je vous aime tout le monde. On se retrouve très, très bientôt. Partagez.